Bonjour à toutes et à tous. Pendant les 2 mois d'été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir des badas de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Si vous les avez déjà entendus, vous les réécouterez avec plaisir. Si vous les avez manqués, vous apprécierez cette seconde occasion. En tout cas, c'est notre pari. Après Nieves Salzman, régisseuse à la Comédie Française, et Grégoire Ichou, dont les visites chantées de musées et de monuments connaissent un beau succès, nous avons rendez-vous avec Alexandre Gady, qui revient sur ce que lui a appris son travail avec la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce troisième épisode de ma conversation avec Alexandre Gady. Alexandre Gady, bonjour. Bonjour. Donc nous avons parlé d'Haussmann, nous avons parlé des églises, nous avons parlé de maints sujets concernant Paris. Je vous propose maintenant que nous élargissions notre propos au patrimoine, puisque vous avez été longtemps à la tête de la société de l'association, de la société qui s'emploie à défendre le patrimoine. Et si on reste, alors à propos de Paris, on a été plutôt précis dans les lieux, les sujets que nous avons abordés. Si on fait l'inverse à propos de la défense du patrimoine, comment diriez-vous que se pose la question du patrimoine, de la défense du patrimoine dans notre pays ? Alors, j'ai passé 8 ans à la tête de cette association nationale entre 2011 et 2019. Et dans ces 2 mandats, j'ai découvert d'abord beaucoup de choses que je ne connaissais pas. C'est une leçon d'humilité. Hein. D'abord, la vie associative, c'est une vraie leçon démocratique passionnante. Hein. On n'est pas assez peut-être intégré dans l'esprit des pouvoirs publics. Et puis, je connaissais certaines choses et je croyais en connaître d'autres. Donc, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup rencontré de gens très divers. Et je voudrais d'abord commencer par là. Le monde associatif, qui a toujours en France une image un peu négative, c'est des vieilles personnes qui se réunissent pour râler, pour empêcher les gens de faire, etc. C'est très cruel parce que c'est pas du tout ça. D'abord, c'est une école pour l'apprentissage du débat, de la connaissance, de l'engagement. Il y a beaucoup d'enthousiasme dans les associations. Il y a beaucoup de gens qui croient à quelque chose. Alors, ça peut avoir des limites, mais ça peut aussi donner une force fantastique. On croise des gens riches et pauvres, de gauche et de droite et du centre. C'est très mêlé sociologiquement, politiquement. Et cet enthousiasme, cette générosité associative, parce que tout ça, c'est du bénévolat. La loi française des associations de 1901, c'est bien l'idée que c'est non lucratif. Hein. C'est une force vive, incroyable, qui n'est pas assez, à mon avis, mise en valeur dans ce pays. Alors, la défense du patrimoine, elle est prise entre 2 étaux. Le premier, c'est l'hyper-combat spécialisé. On a tous un combat. On peut tous, en pensant au patrimoine, l'église dans mon village qui est fermée, qui va être rasée, le lavoir qui a disparu, le château de la duchesse, machin, qui va être vendu et découpé, la belle usine 19e qui va être foutue par terre parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler dedans, les beaux immeubles années 30, que sais-je. Tout le patrimoine est menacé par la vie même, et ça, c'est la règle. Et on a tous un combat en tête. Je suis frappé quand on parle avec des gens qui sont, par exemple, dans des hautes fonctions importantes, ils vous disent, quand vous êtes un militant, ils vous regardent un peu de haut, ils vous disent, oh là là, les pleureuses du patrimoine, comme avait dit un directeur du patrimoine. Et puis quand ils sont à la retraite, c'est un de mes bonheurs. Un jour, je reçois un coup de fil, forcément, de cette personne qui m'avait regardé de haut quand je militais, et qui me dit, ah, monsieur Gady, vous qui vous intéressez au patrimoine, me semble-t-il, mais je voulais justement vous parler parce qu'en face de chez moi, et blablabla, voilà. Ça, c'est typique, et je peux dire que je donnerai pas de nom, mais ils sont tous passés, y compris les plus militants de autre chose que ce patrimoine de conservation, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est assez drôle. Mais voilà, c'est la vie humaine. On est tous comme ça. On a tous des inquiétudes pour notre paysage mental et notre horizon de confort visuel quand on habite quelque part, et certainement, quand c'est beau, c'est encore plus fort. Donc l'hyper combat bien ciblé, et puis les combats nationaux
Par exemple, on en avait dit une toute petite phrase dans l'antéprécédente émission, les éoliennes. C'est-à-dire tout d'un coup un sujet qui touche, alors là, tout le monde, qui n'est plus localisé dans un cône de vue par rapport à un village ou à quelque chose, mais vraiment qui touche toute la société. Et on en arrive au point qui, à mon avis, est encore le moins travaillé de tout ça. C'est-à-dire qu'on trouve d'excellentes associations de défense du patrimoine en local. On a des grandes associations nationales très respectables qui sont d'ailleurs intégrées à des commissions du ministère de la Culture, etc. Et dont celle que j'ai l'honneur de présider, Sites et Monuments. Et puis, il y a la partie où nous sommes faibles collectivement, qui est la partie, je dirais, du processus. Parce que il y aura toujours des démolitions. Il y aura toujours un imbécile pour dire il vaut mieux raser une église romane et faire des boîtes pour loger des gens, des pavillons de lotissement. Il y aura toujours des imbéciles pour dire le patrimoine c'est bien, mais je fais du fric d'abord, je réfléchis après. Ça changera malheureusement certainement pas. Mais ce qui me frappe, c'est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'a pas assez travaillé sur vraiment le processus. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que en France, on est resté sur le plan démocratique très très conservateur. C'est-à-dire que combien de fois j'ai entendu des élus dire « Moi j'ai été élu par 100 000 personnes, je représente le peuple, vous n'êtes rien avec votre association de quelques milliers d'adhérents, je suis légitime, pas vous. » Comment voulez-vous débattre dans ces conditions ? Donc, il y a un problème d'association, non pas les associations, mais d'associer le citoyen. C'est ça qui est le grand pari démocratique qui est devant nous. C'est pas la société verticale, c'est vraiment la société transversale. On est en retard sur certains pays où les processus sont différents. Aujourd'hui, en France, l'administration fait ce qu'elle appelle la concertation. Alors la concertation, quand elle dit ce mot, on a l'impression qu'elle a fait un effort surhumain sur elle-même pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Moi, j'en ai fait beaucoup, des réunions de concertation, comme étant dans le public, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai constaté ? Toujours la même chose. Des horaires extrêmement tardifs, des prises de parole des gens qui organisent, qui sont 90% du temps, et puis un micro qui se balade dans une salle et il reste 10 minutes pour 400 personnes qui ont avalé 3 heures de discours officiel. Voilà. Et ça, quand les gens ont fini cette réunion, ils disent « voilà, on a fait de la concertation, on peut avancer ». Non, mais c'est pas du tout ça qu'on veut. C'est pas du tout ça, la concertation. Donc, on a aujourd'hui une incapacité d'associer. Alors, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit de la frustration. Ça produit éventuellement même de la haine. Ça produit du décrochage. Moi, combien de fois j'ai entendu des gens dire il y a 2 systèmes. Il y a le système pour moi, qui n'est pas le même que celui qui profite aux autres, donc je suis en dehors du système. Et alors, ça provoque du vote extrême, évidemment. Et puis, ça provoque aussi, évidemment, du recours en justice. Alors, on s'est beaucoup inquiété, les hommes politiques, depuis 20 ans, ont essayé de réduire au maximum la capacité d'intervention juridique des associations en disant « vous n'allez pas tout le temps nous embêter avec vos procès, etc. » Ben oui, mais souvent, c'est parce que le juge, alors c'est la justice administrative, qu'on se rassure, le Conseil d'État veille sur tout ça, c'est Napoléon qui a tout préparé pour que l'État soit toujours le plus fort. Mais disons quand même que cette justice existe, quelquefois elle fonctionne, et ben, les associations ont fini par penser que même si ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'il faut payer des avocats, ben, le bureau du juge, ça reste un endroit où on peut enfin discuter, mais parce qu'il y a une horrible contrainte. Et donc, c'est pas satisfaisant. Moi, j'ai fait beaucoup de procès comme président de l'association. J'avais dit à mes troupes, si on ne fait pas de procès, on n'est pas très crédible. Parce que s'il s'agit d'envoyer une lettre polie au président de la République en disant « Monsieur le Président, on aimerait tellement que l'église du village soit conservée », ça ne sert à rien. Et puis les Français ont gardé aussi, je cite à dessein cet exemple, ce côté sujet du roi. Alors bon, la monarchie présidentielle, dont nous sommes gravement atteints en France, joue beaucoup. Mais c'est vrai qu'on pense toujours « Ah, l'État va nous sauver, vite, on écrit au ministre, au président ». Combien de fois on envoie des lettres au président de la République et en les signant, on se dit « mais c'est grotesque, pourquoi alerter le président d'une puissance comme la France pour un problème patrimonial ?» Tout ça, ça veut dire que la hiérarchie, la chaîne, le processus, ça fonctionne pas très bien. C'est pas assez démocratique. Voilà, on a tout bêtement un problème de démocratie qui est trop France à papa. Et dans le domaine patrimonial, comme dans le domaine environnemental. Alors dans le domaine environnemental, parce qu'il y a un parti politique qui porte ces couleurs-là, même si on est plus ou moins en accord avec la façon dont il les porte souvent, et même quelquefois sur le raisonnement lui-même. Enfin, en tous les cas, il y a une force politique qui existe, et ils ont fini par tordre le bras dans un certain nombre de choses, quelquefois bien, quelquefois moins bien. Pas pour le patrimoine, évidemment, c'est pas un parti politique, c'est une sensibilité. Alors ça traverse les partis politiques. Donc on est à la recherche d'un élu, d'un homme politique ou une femme politique, évidemment sensible et intelligent. C'est pas un problème droite-gauche, centre, voilà.
mais ça veut dire aussi quelqu'un qui est capable d'associer plus fortement les gens pour des choses qui les concernent directement, hein. L'environnement, ça vous concerne. D'ailleurs, la charte d'Aarhus le dit, hein, on doit consulter les populations. Alors, sous une forme X ou Y, l'association, c'est une forme démocratique de consultation. C'est pas le rond-point avec son gilet jaune, c'est une organisation démocratique, donc c'est pacifique aussi. Et ça, en France, il y a une grande réticence des décideurs, des grandes commissions administratives, à faire de la place aux citoyens. Et je crois que là, on a une marge de progression. Ce que vous dites de la concertation me rappelle la conversation que j'avais eue avec une habitante de la rue de Bretagne, à Paris, dans le 3e arrondissement, où il y avait des aménagements qui ne lui convenaient pas et ne convenaient pas, semble-t-il, à beaucoup de riverains. Et donc, j'essayais de la consoler. C'était une dame âgée, une vieille parisienne, et qui avait beaucoup de soucis pour le quartier où elle vivait. Et à un moment donné, dans la conversation, je lui dis, mais peut-être il peut y avoir encore quelqu'un qui prend en compte vos objections, puis celles des amis avec qui vous... Et elle me regarde, elle me dit, non, c'est fichu, on a été concertés. L'idée la manière dont elle conjuguait le verbe. Oui, c'est exactement ça. Voilà, oui, merci de cette merveilleuse anecdote, parce qu'elle est tellement révélatrice de ça. C'est un souci. Ouais. Donc, dans la défense du patrimoine, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un seul sujet qui concerne tout le monde, c'est le sujet des éoliennes. Et en même temps, c'est un des sujets sur lesquels il y a le plus, ou à propos desquels il y a le plus de développement, je dirais même quelquefois d'éruption idéologique. C'est-à-dire qu'avant, il est bon d'être, notamment pour, je me souviens d'une émission, je crois que c'était à Canal+, une des émissions de midi à Canal+, que j'avais regardé parce que un de mes amis y passait, et il s'est trouvé que l'un des sujets était les éoliennes. Et les animateurs de l'émission ont immédiatement ricané à propos de ceux qui s'opposaient aux éoliennes, en expliquant que s'ils avaient vécu 2 ou 3 siècles plus tôt, ils auraient été opposés au moulin à vent. Comment est-ce qu'on peut se dépêtrer de cette suridéologisation de la prise en compte du dossier des éoliennes? C'est absolument terrible. Je veux dire, ça, c'est un de mes échecs comme président de cette association. Parce que, comme vous le dites, c'est l'idéologie qui gouverne cette affaire, et c'est une idéologie qui a plusieurs entrées et qui rend le dossier absolument indébrouillable. Quand j'ai été élu président en 2011, j'ai été frappé de trouver sur le bureau de mon prédécesseur des piles de dossiers. Moi, je m'attendais à ce que ce soit des sujets assez classiques, entrée de ville, percement d'une route, destruction de maisons dans une ville ancienne, monuments mal restaurés. Pas du tout, c'était que des dossiers éoliens. Moi, j'avais pas totalement pris la mesure. Mon prédécesseur, qui était Paul Albrecht, qui était une femme très, très connue dans le milieu parisien, très, très militante, très forte, qui avait tenu l'association pendant 30 ans, elle avait compris assez tôt, en fait, dès le début des années 2000, que ça allait être un grand sujet, en fait. Et au début, il faut bien dire qu'on n'avait pas très bien compris, et puis surtout, on pensait très sympathiquement, d'ailleurs, hein, c'est une des forces de l'idéologie, que c'était bien, hein, on allait avoir de l'énergie pas trop chère, propre. Voilà, donc pourquoi pas, hein, on n'est pas contre on n'est pas pour l'éclairage à la bougie, on est pour avancer comme tout le monde, hein. C'est aussi en France, ça aussi c'est un des problèmes que rencontrent les associations, c'est l'appauvrissement du débat public, consiste à se moquer des gens et à leur dire vous auriez été contre la Tour Eiffel, vous auriez vécu dans des cavernes. Enfin, c'est vraiment on n'est même pas au café du commerce là, hein, mais c'est quand même des choses qu'on entend souvent. Et donc je me suis un peu plongé dans ces dossiers. Et on a d'abord tendu la main aux promoteurs éoliens parce qu'on s'est dit, voilà, comme c'est une nouvelle chose qui va changer l'histoire, il faut que ça se fasse en bonne intelligence avec les paysages historiques, avec les villages, avec des territoires qui ont besoin de garder des formes de beauté, des proximités d'abbayes, de monuments, voilà. Donc une discussion sera toujours la bienvenue. Donc on a commencé à tendre la main. À cette époque, d'ailleurs, la machine étatique n'était pas complètement lancée avec les lobbies dans cette affaire-là. Et il y a eu, jusque vers 2010, une possibilité. Et on était dans des commissions, il y avait des dialogues, c'était plus souple. Et puis, la machine a été mise en branle très fortement à l'époque de Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie. Et là, tout d'un coup, on a senti vraiment les choses tourner. On a été exclus des commissions. Les recours aux tribunaux administratifs ont fini par être moins victorieux, etc. Et toute la machine s'est retournée. Alors, pour comprendre ça, il faut malheureusement qu'on parle technique. Et ça, le problème, c'est que les associations de défense du patrimoine, elles ne sont pas des associations techniques et elles ne sont pas sur leur domaine là, de compétences. Alors, moi, j'étais sur le domaine de l'esthétique,
énergétique, et je devais parler à des ingénieurs, où des ingénieurs m'expliquaient que j'avais rien compris. Et donc, il a fallu prendre, là aussi, toute une histoire de rendez-vous, de faire des conférences, de suivre des formations pour comprendre de quoi on parle. Et quand on a fait tout ça, tout à la fin, on a compris qu'en fait, c'est une escroquerie fantastique. Voilà. Mais ça prend un peu de temps. Et je lisais récemment un article d'un jeune journaliste extrêmement sympathique qui a avoué ce que vous avez raconté. C'est-à-dire qu'on lui avait commandé un papier sur les retards de l'éolien maritime. Alors il raconte qu'il part dans une ville de la côte ouest, furieux et prêt à faire un papier vengeur qui sera, une fois de plus, les emmerdeurs nous empêchent d'avancer, le progrès, tout ce qu'on disait à l'instant. Et puis, il raconte que, comme il ne connaissait pas très bien le sujet, il finit par commencer à gratter, à parler avec tout le monde, et puis il s'aperçoit que lui aussi, il découvre le poteau rose, l'escroquerie. L'escroquerie, elle est très simple, c'est que, évidemment, l'éolienne, c'est une énergie intermittente qu'on ne sait pas stocker. Si on savait stocker l'électricité fabriquée par les éoliennes, le débat serait complètement différent. Mais on ne sait pas la stocker. Donc, si ça s'arrête de tourner, vous n'avez pas d'électricité. Comme ça ne tourne que 28 à 30% du temps, une éolienne, vous avez compris ce qui vous arrive. Et donc, il y a un premier mythe, c'est de croire que l'éolienne va remplacer le nucléaire. C'est impossible et elle ne le remplacera jamais. On peut avoir des mix énergétiques, mais on ne peut pas passer au tout renouvelable. Les Allemands ont fait des déclarations fracassantes dans ce domaine, et maintenant l'Allemagne est un très, très gros pollueur, parce qu'évidemment, quand votre éolienne s'arrête, qu'est-ce que vous avez comme porte de sortie ? La centrale thermique, la centrale à charbon, donc vous faites du CO2, donc vous faites de la pollution. La seule énergie propre et très peu coûteuse, dont la France a d'ailleurs bénéficié, et maintenant on commence à s'inquiéter que la chaîne soit grippée, c'est le nucléaire. Alors évidemment, quand vous dites ça, tout le monde est tétanisé, parce que vous avez dit un gros mot, vous êtes le suppôt des lobbies nucléaires. Oui, les lobbies nucléaires, moi, ils m'ont pas payé, mais je peux vous dire que les lobbies éoliens, on les connaît. Il y a encore une enquête tout récemment qui vient d'être faite en documentaire à la télévision sur les méthodes. Et moi, je les connais, ces méthodes, parce qu'elles nous ont été racontées par des paysans qui voient arriver des gars avec des suggestions, avec des images, vous voyez. Et donc, tout ça, ça existe aussi. Et les tribunaux sont encombrés de procès de maires, de petits maires de communes de peu d'habitants qui sont pris dans des conflits d'intérêts. Parce qu'on met l'éolienne sur un terrain, pas sur l'autre, qui touche l'argent, etc. Donc, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, cette affaire d'éolienne. Et je pense, moi j'ai toujours pensé, maintenant c'est ma conviction, qu'on va en sortir, que ça va laisser, comme on le voit d'ailleurs dans certaines parties des États-Unis, des champs entiers d'éoliennes rouillées sur pied, parce que démolir une éolienne, c'est extrêmement compliqué. Il y en a qui tombent toutes seules, mais c'est rare. Et il faudrait dire aussi aux gens qui nous écoutent, s'ils ne sont pas spécialistes de cette question, que par ailleurs, le début de l'escroquerie commence par le mot magique d'éolienne. C'est très joli, très joliment dit et très joliment trouvé. Ça renvoie à la mythologie, le dieu des vents, etc. Mais le vrai nom, c'est aérogénérateur industriel. Et moi, j'ajoute toujours polluant, parce que la fabrication d'une éolienne, c'est un processus industriel. Le transport, la livraison, le routage, c'est de la pollution. Le socle de béton qui permet à l'éolienne de tenir, c'est de l'artificialisation des sols, et c'est des socles en béton qui ressemblent à un petit blocos du mur de l'Atlantique qu'on ne peut pas démolir. Hein. Et il y a des matériaux rares à l'intérieur qui sont aussi très polluants, et qu'en plus, tout ça pour ne tourner que 30% du temps, parce que s'il y a trop de vent, ça tourne pas. S'il n'y a pas assez de vent, ça tourne pas. Donc il faut un équilibre assez complexe. Tout ça fait que c'est une véritable escroquerie qui rapporte beaucoup d'argent. C'est sur votre facture maintenant, de plus en plus, vous voyez apparaître la somme sur l'électricité verte qui vous coûte de l'argent. Et tout ça, combien de gens sont employés par l'éolien en France ? On nous dit que ça crée des emplois, on n'en sait rien. Le chiffre qui a été donné, c'est 10 000. Comparé avec les 200 000 personnes qui travaillent dans le nucléaire. Vous voyez, tout ça, ça ne va pas. Le débat a été vicié pendant très longtemps. Aucun homme politique n'a voulu prendre la parole au début sur ces questions. Le premier et le seul, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Mais comme il était un des pères du programme nucléaire, il était, on va dire, disqualifié. Après, ça a été Madame Le Pen. Donc là, tout le monde est embarrassé, évidemment, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'on aurait voulu que la prise de parole politique soit faite. Et maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'actuel président de la République joue sa partition. C'est-à-dire que pro-éolien à fond au début du règne. Au début de l'année dernière, un discours très violemment de cette année, très violemment anti-éolien à la surprise générale. Tout d'un coup, les pauvres citoyens dont la maison perd 30% parce qu'il y a un champ d'éolienne qui fait du bruit, qui clignote, etc. Ah bon ? Nous, ça faisait 30 ans, 20 ans qu'on disait ça. Le fait que ça marche pas si bien que ça. Ah bon ? Première nouvelle, etc. Bon. Et puis, dans la foulée,
C'était pendant le confinement, donc ça devait être l'année dernière. Hop, nouveau décret avec plein d'éoliennes que pousse l'actuelle ministre, Madame Pompili. Et puis là, on apprend que finalement sa religion est faite. Évidemment, c'est le nucléaire qui va nous sortir du pétrin si on veut pas polluer, si on veut pas réchauffer, si on veut pas faire du CO2. Donc il y a une énorme ambiguïté, une énorme hypocrisie, et le débat est pas du tout ouvert. Vous l'avez rappelé, il y a trop de gens qui ricanent en croyant qu'ils détiennent une vérité religieuse. Mais interrogeons les vérités religieuses, remettons en cause le dogme. Alors, une dernière question peut-être à l'ancien président de cette société d'association de défense du patrimoine. Au milieu des années 90, on a créé la Fondation pour le patrimoine, dont l'idée était de s'inspirer un peu du National Heritage anglais, c'est-à-dire de faire en sorte que le petit patrimoine, le patrimoine de proximité, celui auquel beaucoup de gens sont souvent très attachés, puisse bénéficier d'une contribution volontaire mais défiscalisée. Est-ce que ça a marché et est-ce que d'une manière générale, depuis que vous observez et que vous êtes engagé à un titre ou à un autre dans la défense du patrimoine et dans la vitalisation du patrimoine, est-ce que vous observez des transformations de mentalité importantes? Alors, il faut dire que la Fondation du patrimoine, c'est un beau succès. Et c'est un succès d'autant plus intéressant qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a le loto du patrimoine, porté par les associations pendant tant d'années et que, grâce à Stéphane Bern, on a obtenu. Ça participe d'un nouvel ensemble de financement du patrimoine. C'est-à-dire que ça nous ramène aussi à ce qu'on disait par rapport à l'État vis-à-vis des associations. Si on fait un point historique à ce moment du débat, le patrimoine, ça a été une affaire de l'État de 1830, quand Louis-Philippe a créé l'inspecteur des monuments historiques, célèbre lettre au roi de Guizot. Tout ça, c'est des grands intellectuels qui ont été derrière ce système. Et ça se termine au fond avec Malraux, sa loi, la superbe loi des secteurs sauvegardés. Et puis, à partir du moment où la France est devenue une république décentralisée, après 81, tout ce système extrêmement jacobin, extrêmement centralisé, évidemment, il a commencé à dysfonctionner. Et puis, quand l'État s'est effondré en termes de représentation et en termes de finances surtout, le patrimoine est resté un peu sur la grève, découvert par les eaux basses, et on s'est posé la question, comment faire pour porter financièrement ce patrimoine ? Donc l'État a fait des choix qui ont été malheureux au milieu des années 2000. On a baissé les budgets assez drastiquement. Puis après, on les a remontés d'un coup. Mais ça veut dire qu'entre-temps, on a déréglé complètement la chaîne, notamment la chaîne des petites entreprises. Ils ne peuvent pas voir un chantier s'arrêter. Puis il y a les compagnons qu'on a recrutés. Qu'est-ce qu'on en fait pendant un an, etc. Donc il y a eu une grave erreur qui a été faite par Chirac et le gouvernement Villepin dans les années 2004-2005. Et puis, on est revenu à un budget lissé, un tout petit peu à la hausse chaque année, à peu près. Il faut bien dire que là, pour l'instant, on n'a pas trop perdu. Mais il est clair qu'est apparue la nécessité de nouveaux budgets, de nouvelles façons d'entretenir, de restaurer le patrimoine avec de l'argent qui ne soit pas toujours l'argent de l'État, l'argent des collectivités. Et c'est là où tout ce monde nouveau de la Fondation du patrimoine, de la Fondation pour l'avenir du patrimoine à Paris, qui est celle de l'Église, du loto, a amené une diversification, sachant qu'il y a un phénomène vertueux, on met un autre euro apparaît, etc. Donc ça, c'est venu mettre beaucoup de souplesse. Et là où je vois un avantage par rapport à l'ancien système, c'est évidemment que ça introduit le citoyen d'une autre manière. Et enfin, si on ne repose pas complètement toute sa confiance sur l'État, mais qu'on se prend un peu en main, oui, je donne 10 euros, c'est pas mes impôts, il y a mes impôts plus 10 euros, voilà. Et je vais donner 10 euros pour la restauration de tel tableau ou tel monument. C'est pas grand-chose, 10 euros, hein. Avec 66% de déduction fiscale, quand même, c'est rien. Et donc, on est aujourd'hui devant quelque chose qui associe mieux de ce point de vue-là, je trouve, le citoyen. Et ça, c'est bien, parce que longtemps, l'État a donné la fessée, la béquée, puis on ne savait jamais, hein, on était des enfants, c'est le code civil de Napoléon. Donc ça, c'est bien. Et la Fondation du patrimoine a fait un travail admirable de dynamisation aussi des territoires, des petits patrimoines, comme l'a fait ensuite le loto, mettre le focus, la focale, tout d'un coup, sur des choses un peu sorties des écrans radars. Et ça fait participer plus de monde, ça donne plus d'énergie, en haut comme en bas de la pyramide, et donc pour moi c'est une très bonne chose. Ça n'empêche qu'il faut que l'État reste vigilant, il est le gardien quand même du temple, c'est lui qui donne la règle, c'est lui qui forme le cadre, et c'est lui qui doit toujours, il ne peut pas disparaître, et les financements de l'État sont décisifs. Ça, je crois que il faut le redire. L'État ne peut pas avoir tendance à ne s'occuper que de son patrimoine. Ça a été, à un moment, on a eu peur de ça. Ils ont les cathédrales, les grands châteaux, les grands musées, puis basta. Non, l'État doit rester un acteur central du jeu, mais pas unique comme il l'était dans le temps.
et la mentalité des populations à l'égard du patrimoine? Vous avez l'impression, vous avez observé une transformation? Là, c'est difficile parce que c'est un peu comme les enquêtes sur les musées depuis le livre de ce célèbre sociologue Bourdieu. Est-ce qu'il y a une vraie profonde évolution? Je ne suis pas complètement sûr. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir toujours vu à peu près les mêmes milieux, les mêmes personnes. Il y a beaucoup d'indifférence. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais rentrés dans le musée du Louvre. C'est un peu désespérant. Hein. C'est pas très cher, c'est au centre de Paris, ça existe. Il y a peu de gens qui se précipitent pour la culture. Pas assez, en tout cas. Et peut-être que pour le patrimoine, on a à garder présent à l'esprit la transmission. Si on fait tout ça pour rien, c'est pour ça que l'introduction, même légère, de l'histoire de l'art à l'école, les classes patrimoine, sortir de sa classe pour aller voir un monument, même un petit monument de sa commune, ça peut être l'église, ça peut être la mairie, ça peut être la gare, ça peut être l'ancienne boucherie qui a fermé. Voilà, associer les enfants des écoles à un regard sur le patrimoine, ça c'est fondamental. Et si on rate ça, on aura fait tout ce qu'on a fait pour rien, c'est clair. Quittons-nous sur ce vœu. Alexandre Gady, merci. Merci.